BFM Business. Avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin. On est ravis de vous retrouver jusqu'à 13h. On est en direct pour répondre à toutes vos questions sur la vie en entreprise. Pour les poser ces questions, il y a une adresse à connaître. Sofiane. Avec vous, bfmbusiness.fr. C'est l'adresse, la seule, l'unique à laquelle nous écrire. Vous avez aussi les réseaux sociaux de l'émission. Le live X qui vient d'être lancé, je le vois à l'instant, et le live sur LinkedIn. Vous postez vos commentaires et puis on y répond. Enfin, les experts de l'émission vous répondent jusqu'à 13h en direct. La crème de la crème des experts. Avi Bitton est avec nous aujourd'hui. Bonjour, maître. Vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit social, évidemment, qui nous intéresse. On a beaucoup de questions pour nos juristes en général dans cette émission et vous êtes le bienvenu ici dans cette émission avec vous. Élodie Gentina va nous rejoindre dans un instant. Vous, professeur à l'IESEG, qui est spécialisé dans la génération Z. Stéphane Seignerin, fondateur de Charvy, est avec nous. Bonjour Stéphane. Charvy, bonjour. On dit Charvy. Oui, voilà. C'est quoi Charvy? Dites-nous en deux mots. Charvy, c'est du sharing, c'est du partage des espaces partagés en entreprise. Ah oui, c'est ça, le flex office. Le parking, ou exactement, le flex office et autres. Élodie Gentina s'installe à côté de vous. Bonjour Élodie, bienvenue dans l'émission. Et Benjamin Saviard, directeur d'ICAS France. On va parler ici de santé au travail. Et de santé mentale. Et de santé mentale. Les icebergs de la santé mentale, guide de navigation au sein de l'entreprise. Vous avez coécrit ce livre et évidemment, on va y revenir avec les nombreuses questions que nous avons dans cette émission. Première question, Sofiane. Élodie, puisque vous venez d'arriver à peine, je vous laisse pas le temps de souffler. C'est parti pour une première question. Un peu provoque, mais intéressante. Le travail est-il toujours une priorité pour les jeunes? Ah, la génération Z. Élodie. Ouais, grande question. C'est vrai que souvent on dit que les jeunes sont qualifiés un peu de fainéants, peu investis dans le travail. Et en fait, pour moi, ils ont un autre rapport au travail qui est un rapport beaucoup plus affectif que rationnel. Et si on reprend la dernière étude Ipsos-CESI qui vient de sortir, elle montre que 91% des jeunes déclarent que le travail fait partie de leur vie et que le travail est toujours important pour être heureux. Donc le travail n'est plus une fin en soi, mais c'est un moyen de s'épanouir et un moyen de se sentir bien. Ils vont quand même certainement faire bouger les frontières, ces jeunes. C'est pas une question de quantité, d'engagement, c'est une question de forme, une question de passage entre, et on y reviendra sur ces frontières évidemment dans l'émission. Sofiane. Mais dire que c'est plus une priorité, ça voudrait dire qu'il y a des choses plus importantes pour eux et que finalement ils sont pas engagés. C'est ça aussi que sous-entend cette question. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ou est-ce que c'est un peu aller vite? Non, on peut le dire un peu comme ça. On peut le dire qu'en fait aujourd'hui ces jeunes ont une conception, je dirais, polycentrique par rapport à la vie. Ils ont d'autres centres d'existence. Le travail en fait partie, mais comme les loisirs, les sorties, leurs amis. Et donc le travail continue à être important, mais ce n'est plus la priorité comme c'était le cas pour les anciennes générations. Avant, on avait les anciennes générations qui disaient 80% des Français considéraient que le travail était une priorité. Aujourd'hui, même pas que les jeunes, mais l'ensemble des Français, on est à peu près à 35% des Français. Qui est le plus touché par les problèmes de santé mentale au travail? Est-ce que ces jeunes sont très touchés, Benjamin, ou est-ce qu'ils vont inventer un nouveau mode de travail qui va faire que tout cela va s'arranger, d'après vous? Alors, nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une majorité quand même je dirais sur la tranche 25-35, une majorité d'utilisateurs de nos services. Donc c'est avant la génération Z, en fait, c'est leurs aînés. C'est ça. Ouais. Oui, parce qu'on a des services qui s'adressent plutôt à des travailleurs, avec des services donc, qui sont offerts par l'entreprise aux employés. Mais on le voit bien, c'est-à-dire que le taux d'adoption des services se fait naturellement et facilement. On n'a pas besoin de récurrence en matière de communication. Quand on explique, et je pense que c'est un des sujets sur l'équilibre justement des temps de vie, les relations sociales. Seul le salaire ne suffit plus. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. Ouais. Et on voit, oui, effectivement, des taux d'utilisation qui sont beaucoup plus marqués et beaucoup plus naturels, chez les 25-35 ans. Sofiane. On passe à la boîte aux lettres qu'on ouvre. Vous nous écrivez tous les jours, sans interruption, avec vous, bfmbusiness.fr. Et aujourd'hui, c'est le mail de Pierre, 57 ans, qu'on a retenu pour une question juridique qui vous concerne à vie. Il est salarié, Pierre, salarié cadre dans une PME, dans une entité de 30 personnes depuis 2013. Mon contrat est de 40 heures, dont la base est de 35 heures. Les 5 heures restantes sont en fait des heures supplémentaires. Sa convention est celle de la métallurgie. Je souhaite prendre mes distances avec mon activité et demander une rupture conventionnelle pour un projet personnel. Sur quelle base seront calculées mes indemnités de départ? La rémunération de mes 35 heures ou celle de mon contrat de travail, soit 40 heures? C'est la première partie de la question de Pierre.
Alors, la règle est assez simple. L'indemnité conventionnelle de licenciement est calculée sur le salaire des 12 derniers mois. Donc, effectivement, s'il y a eu des heures supplémentaires, elles seront prises en compte. Mais ce que je veux surtout dire à Pierre, la chose la plus importante, c'est que la loi fixe une indemnité minimum pour la rupture conventionnelle. Oui. Mais bien entendu, les parties sont libres de négocier une indemnité plus importante. Oui. Donc et c'est vraiment dommage. Essayer d'obtenir plus. Écoutez, c'est vraiment dommage qu'on a une ancienneté comme la sienne de prendre le minimum légal. Autant essayer de négocier. Et il y a des techniques pour ça. Oui, pour ça, il faut se faire accompagner. Deuxième question, Sofiane. Oui, de Pierre qui nous dit une révision de la convention collective de la métallurgie était prévue et applicable au 1er janvier 2024, mais elle n'est toujours pas entrée en vigueur. Alors, il se demande s'il a un recours, puisque laquelle est applicable finalement. Alors, sur ces problématiques de convention collective, là, pour le coup, il faut être honnête, les meilleurs partenaires, ce sont les syndicats. Ouais. Il faut qu'ils consultent les représentants du personnel dans son entreprise qui ont probablement suivi cette renégociation, effectivement, de la convention collective des cadres de la métallurgie et qui pourront le conseiller, voire intervenir auprès de l'employeur, effectivement, pour régulariser sa situation. Vous suivez évidemment notre émission et vous pouvez réagir sur notre adresse. Posez vos questions à nos experts à l'adresse avecvous@bfmbusiness.fr. Question suivante, Sofiane. Une question à notre expert santé mentale au travail. Clara nous dit: je suis employée dans une entreprise qui vient d'annoncer un PSE, plan de sauvegarde de l'emploi. Je m'inquiète pour mon avenir. Vers qui puis-je me tourner pour trouver des solutions ? Alors, c'est important, effectivement, que Clara, c'est bien ça, voilà, en tout cas, puisse évoquer ces éléments d'inquiétude par rapport à la situation. Dans le cadre d'un PSE, généralement, sont mis en place un certain nombre de dispositifs de type, justement, ligne de soutien psychologique, à terme, des cabinets d'outplacement vont venir l'aider. Mais pour l'urgence, en tout cas, c'est qu'elle puisse parler soit en interne, donc les dispositifs internes, ça peut être évidemment manager, RH, médecine du travail, ou en tout cas évoquer aussi cette situation à des dispositifs externes, du type de ceux que l'on propose, sur la prévention de la santé mentale, pour pouvoir joindre un conseiller, une conseillère, psychologue, évoquer les éléments de sa situation, ne pas rester seul. Parfois, ça demande un petit effort, voilà, de se faire un peu violence pour pouvoir évoquer sa propre situation. Ce qu'on disait la semaine dernière, c'est qu'un PSE, c'est difficile pour les employés qui partent, c'est difficile aussi pour les employés qui restent. Vous êtes d'accord avec ça, Benjamin ? Oui, on parle souvent en matière de prévention des risques psychosociaux, voilà, des survivants. Oui, c'est ça, les survivants. Voilà, c'est complexe, de survivants. Et souvent, dans le cadre des PSE, on nous demande effectivement un accompagnement. Alors, heureusement, on ne nous donne pas un accompagnement uniquement pour ceux qui vont partir, mais pour tout le monde. Ouais. Et on a plusieurs échanges, avec des gens qui ne comprennent pas, en tout cas qui ont du mal à vivre la situation parce qu'eux sont restés dans l'entreprise. Et parfois, ça génère également certains problèmes. Ça peut générer aussi des questions juridiques à vie. Par exemple, dans le cas d'un PSE, on s'en remet aux conditions de l'entreprise qui ont été négociées. Est-ce qu'il faut faire appel à un avocat pour finalement regarder quand même sa situation personnelle, ou est-ce que rien n'est négociable une fois que le PSE est présenté ? Le problème, si vous voulez, c'est qu'un PSE, un plan social, un plan de départ volontaire, une rupture conventionnelle collective, tous ces systèmes ont pour but pour l'entreprise de se débarrasser d'un maximum de personnes à un coût minimum. C'est une grande braderie. Et donc, effectivement, c'est un gâchis quand vous avez un cadre qui a 15 ans, 20 ans d'ancienneté, qui a un salaire élevé, qui peut avoir des actions dans l'entreprise. C'est un petit peu dommage pour lui de rentrer tout simplement dans ce plan. Son intérêt, au contraire, c'est de négocier son départ de manière individualisée avec l'entreprise pour avoir des indemnités qui sont adaptées à sa situation, à son âge, à son ancienneté, à ses charges de famille, à son endettement, etc. Donc à cette occasion, on peut quand même consulter et regarder ce qui est le plus préférable finalement. Effectivement, et j'ai tendance à dire que les avocats, c'est comme les médecins, le plus tôt on les consulte, le mieux c'est. Si effectivement il consulte un avocat bien en amont, dès qu'il entend l'annonce d'un plan à venir, ça va lui permettre de profiter de cette fenêtre avant la mise en place du plan pour négocier via son avocat directement avec l'entreprise.
Sofiane. Une petite réaction sur LinkedIn, c'est Radwan qui nous parle de ces jeunes de cette génération Z et qui nous dit « Je suis recruteur et je peux vous assurer que les jeunes ne souhaitent plus faire la même chose que leurs aînés. Ils restent pas plus de 2 ou 3 ans max dans une entreprise et n'ont plus le même schéma de vie que nous autres. Ils zappent plus facilement. » Élodie? C'est vrai, aujourd'hui on remet beaucoup en cause cette notion de fidélité et d'engagement. Elle existe toujours, mais l'engagement est différent. Comme j'avais pu l'exprimer quand on s'était rencontrés la dernière fois, en fait on est sur un engagement qui n'est plus uniquement normatif, qui n'est plus uniquement affectif. On ne garde plus un travail parce que c'est la norme et c'est la sécurité, mais aujourd'hui on est sur une fidélité qui est pluridimensionnelle. Ils ont envie d'être acteurs de l'entreprise, donc fidélité intrapreneuriale. Ils ont envie d'aimer leur job, la fidélité émotionnelle. Ils ont envie d'avoir du sens dans leur travail, c'est la fidélité éthique. Et puis ils sont fidèles avant tout à leur groupe de copains, leur groupe de collaborateurs plutôt qu'à l'entreprise. Oui, c'est ça qui est intéressant. Vous êtes spécialiste, Stéphane, du flex office, Oui. de l'aménagement des bureaux. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu, un à côté comme ça de la vie en entreprise, mais est-ce que c'est quelque chose qui est important justement pour ces générations-là, de pouvoir se retrouver dans des espaces, de ne pas avoir l'entreprise d'hier, que ça a été finalement pensé par l'organisation? Oui, c'est même une attente en fait des collaborateurs, parce qu'on a en France en fait un peu une image du flex office comme quelque chose qui était complètement déshumanisé. Mais en fait aujourd'hui les jeunes se disent ok, pourquoi est-ce que je vais aller au travail, pourquoi est-ce que je vais aller sur mon site de travail, pourquoi je ne ferais pas du travail à distance finalement. C'est une des premières demandes. Ouais, et quand ils vont sur le lieu de travail, en fait, c'est pour collaborer avec les autres, pour travailler avec les autres. Et vous avez tout le temps, en tant qu'employeur, nous, quand on recrute, on a tout le temps la question de savoir est-ce qu'il y a du télétravail. Alors, il en faut un petit peu, mais il en faut pas trop. Ouais. Mais les jeunes veulent du télétravail, ils en veulent 2 jours par semaine, ils ont quand même envie de voir les collègues. Et après, quand ils viennent sur le site de travail, en fait, ils n'ont pas les mêmes attentes qu'avant. Et c'est là qu'en fait, il faut répondre à ces attentes. Sinon, en fait, vous avez un problème. C'est que vous avez des locaux qui sont vides, vous avez des gens qui viennent plus, vous avez des collaborateurs qui partent au bout de 2-3 ans parce qu'ils ne s'y retrouvent pas, en fait, finalement. Et ça, c'est hyper important d'y répondre structurellement dans l'entreprise, dans la façon dont on s'organise. Dieu sait que Flex-Office est une réponse à ça. Oui, c'est ça. Dieu sait que l'entreprise a changé depuis ces 5 dernières années. Le Covid qui est passé par là, évidemment. Oui. Dans l'organisation, ça a fait une sacrée différence. Sofiane. La question du jour qu'on vous a posée sur nos réseaux sociaux, les DRH ne rencontrent-ils les salariés que pour leur annoncer de mauvaises nouvelles ou les sanctionner? Ça risque de vous faire réagir, je le sens. Fouad, qui est cardiologue, nous dit sur LinkedIn que ces DRH remplacent les hommes et les femmes religieux qui présentent les mauvaises nouvelles et aussi leurs condoléances. À une nuance près, ils touchent leur gratification sur Terre. Voilà. C'est un peu violent, mais ça m'a fait beaucoup rire. Sandrine, qui est RH, nous dit sûrement pas que pour les moments liés aux sanctions, nous sommes là au quotidien pour accompagner les salariés sur leur carrière, leurs besoins de formation, etc. Bon, c'est normal, c'est son métier, on va pas vous dire l'inverse. Julien nous dit, il est vrai que rencontrer son ou sa DRH, c'est souvent mauvais signe, alors qu'il pourrait parfois répondre à certaines interrogations. C'est vrai que quand on les croise, si on se dit qu'il nous appelle dans son bureau, c'est peut-être qu'il y a un problème. Et enfin, Didier sur X dit, le directeur, ça dirige. Les ressources, on les profère, financières, énergétiques qu'humaines. Les DRH sont condamnés à disparaître, d'abord dans leur appellation, très vite dans leur fonction. Est-ce que l'un de vous a un avis là-dessus, sur la fonction du DRH dans l'entreprise? Avis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'ils sont là? Parce que ça reste un grand directeur, un DRH. Je veux dire, il ne faut pas confondre le DRH avec le manager. Ça, c'est une réalité. Mais est-ce qu'il y a une part de vrai là-dedans? Écoutez, moi, le conseil que je répète aux cadres, c'est méfiez-vous des DRH. Les DRH sont payés par l'entreprise pour protéger les intérêts de l'entreprise. Ce ne sont pas les représentants élus du personnel, ce ne sont pas des syndicalistes, sinon ils ne seraient sûrement pas DRH, ils seraient à la CGT. Donc, et les expériences que j'ai, moi, malheureusement, elles sont malheureuses. L'exemple type que j'ai, c'est le cadre qui me dit, écoutez, maître, avant de vous consulter, moi, je faisais confiance au DRH, je suis allé lui parler du harcèlement que je subissais. Et dans les jours qui ont suivi, j'ai reçu une convocation à un entretien préalable de licenciement. Bah oui, le DRH a pris les devants, a court-circuité la plainte écrite qui est arrivée pour harcèlement et s'est dépêché de lancer une procédure de licenciement. Oui, ouais, c'est un piège, c'est vrai, la compréhension de cette fonction. Benjamin, est-ce que ça fait partie des erreurs qui coûtent cher au niveau santé mentale quand on est dans une entreprise, on n'a pas trouvé le bon interlocuteur? Qu'en pensez-vous? Oui, c'est un vrai sujet. Nous, on a un petit problème. On a réfléchi, on avait fait un papier sur le thème de ressources. On préférait être directeur des performances humaines. C'est quand même la première gestion du capital de l'entreprise. Enfin, sans les hommes et les femmes qui la composent, à un moment donné, on ne produit plus. Donc on a un vrai problème. On estime également que... alors il y a une évolution des attentes, on en parlait il y a quelques instants du côté des employés. Oui.
Au même titre qu'on demande beaucoup plus de responsabilité, d'éthique, etc. Eh bien, en matière de santé mentale aussi, on apprécie beaucoup plus si je fais un entretien de recrutement entre l'entreprise A et B, celle qui va proposer un programme de prévention de la santé mentale et celle qui ne l'a pas. Ouais. À un moment donné, voilà. Et je pense qu'il y a une évolution du métier. Vous l'avez dit, la pandémie a fait évoluer ces métiers. Ouais. On est sur un caractère quand même beaucoup plus stratégique, clairement, de la fonction. Et nous, on s'attend demain, à ce qu'il y ait des gouvernances de la santé mentale avec des directeurs de la performance humaine. Voilà, on se projette un peu, mais bon, c'était un petit peu le thème de la semaine dernière, la semaine de la qualité de vie des Oui, exactement. Anticipons le travail de demain ou imaginons le travail de demain. Les fonctions vont évoluer, en tout cas, vous êtes plusieurs à le dire. On va y revenir dans un instant. On parlera aussi de comment s'adresser à ses chefs à l'oral, Sofiane. Et oui, parce que c'est le début de l'épreuve du grand O pour les 550 000 élèves de terminale. Le grand oral, comment prendre la parole face à ses chefs quand on est en entreprise ou quand on est en terminale face à ses professeurs. Les conseils de nos experts, l'adresse mail avec vous @bfmbusiness.fr. Et si vous êtes DRH, vous écrivez directement à Avis et vous ne nous adressez pas le courrier, ce sera plus rapide. À tout de suite sur BFM Business. BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin. On est ravis de vous retrouver et on est ensemble en direct jusqu'à 13h comme tous les jours sur BFM Business avec vous pour répondre à toutes vos questions. Une adresse à connaître, Sofiane. Avec vous @bfmbusiness.fr, c'est l'adresse mail où vous nous envoyez vos petits courriers. Il y a aussi le QR code si vous êtes avec nous à la télévision. Vous envoyez directement, vous le flashez et hop, vous arrivez sur une page et puis vous envoyez un petit message. Nos 4 experts sont là pour vous répondre en direct jusqu'à 13h. On parle de santé mentale au travail avec Benjamin Saviard. On parle de Flex Office avec Stéphane Seignerin. On parle de Génération Z, de ses aspirations avec Elodie Gentina et de tous vos problèmes juridiques en entreprise avec Avis Bitton, avocat, membre du barreau de Paris. Il y a un instant, on parlait de comment s'adresser à ses chefs, Sofiane. Oui, respirez un bon coup avant d'entrer dans la salle, surtout si vous allez passer des épreuves de première, les premières entament leur oral de français. Il y a aussi les terminales qui sont en train de passer le grand oral depuis ce matin. C'est pas une épreuve facile de se retrouver comme ça face à un jury. Dans tous les cas, c'est un moment qu'on a travaillé, enfin en principe si tout va bien, mais qui n'en est pas moins redouté. Alors comment faire quand en entreprise on se retrouve face à une flopée de chefs qui nous regardent avec des yeux bienveillants mais parfois inquisiteurs quand même et qui sont là pour juger notre projet. Est-ce que vous avez des conseils à donner à tous ceux qui vont se retrouver dans cette situation du lycéen de terminale ou de première ? Benjamin, est-ce que vous avez une idée de ce qu'il faut faire pour éviter le problème de santé mentale derrière ? Moi, je suis pas un expert. Je suis pas un expert sur le sujet. Déjà, est-ce qu'il y a des gens qu'on évite ? Je sais pas. Mon sujet à moi, c'est la prévention. Donc, anticipez et préparez-vous. Voilà, effectivement, respirez, dormez bien. Voilà, ça s'arrêtera là, simple. Vous nous disiez quand même pendant la pause qu'il y a des DRH à qui vous vous adressiez plus. C'est intéressant parce que ça rejoint ce qu'on a fait dans la première partie de l'émission, le rôle du DRH. Finalement, il est pas intéressant ce rôle en ce qui concerne la santé des collaborateurs ? Alors, bon, c'est un petit peu compliqué de juger le rôle. En tout cas, la posture et le rapport que certains DRH ont à la prévention des risques psychosociaux ou de la santé mentale, il doit être complètement réinterrogé. Il n'y a encore pas très longtemps, un DRH me disait, mais est-ce que les problèmes conjugaux de mon employé, c'est de mon ressort ? Est-ce que je dois apporter un soutien sur ce sujet ? Oui. Certains se posent la question, d'autres prennent le train en marche. On a souvent la question ici. C'est vrai. Holistique sur le sujet. Petite statistique, on gère à peu près 10 à 11 000 cas par an, en termes donc d'appels reçus et de suivi et d'accompagnement. 2 tiers de ces cas ont pour origine une problématique de la vie personnelle. Voilà. Donc c'est pour éviter justement que ces problématiques n'aient d'impact dans l'entreprise qu'on a une approche holistique de la prévention. Donc oui, bien sûr, ces problématiques-là, on ne les accroche pas au vestiaire quand on rentre dans l'entreprise, voilà, par exemple. Avis, vous vouliez rajouter quelque chose ? Non. Quelle était la question ? Je vous reviens peut-être à cette question qu'on se posait du grand oral juste et des jeunes, parce que finalement, vous êtes amené à parler devant un public, c'est pas toujours facile, avec des gens qui ne sont pas toujours de votre côté. Par définition, c'est le jeu. Comment est-ce qu'on peut faire, d'autant que tout le monde n'est pas à égalité sur ce point de vue-là, les femmes, ceux qui ont moins la possibilité de s'exprimer. Comment on peut faire pour ceux qui ont peur de prendre la parole en public ?
Écoutez, c'est des conseils que je donne à mes stagiaires, élèves avocats. Faites un petit cours de théâtre, justement, l'été approche. Il y a des petits stages d'1 semaine. Alors, il y a des cours d'improvisation sans texte, des cours de théâtre avec texte, des cours aussi de cinéma pour s'habituer à la caméra. Tout ça, ça se travaille. C'est vrai que certains partent avec quelques talents innés, mais j'ai remarqué que certains jeunes avocats sont un peu comme les danseuses du Lido, c'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, ils sont très réservés, très discrets, voire timides, et une fois sur scène, ils se révèlent. Ouais, Voilà. ouais. Donc préparez-vous. Oui, Élodie? Et nous, c'est ce qu'on apprend aussi à nos étudiants, en fait. Je suis aussi professeure, donc voilà, on les voit et on voit aussi comment l'apprentissage a évolué. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne lisent plus, malheureusement. Le temps des écrans a été multiplié par 10. Donc, ils utilisent beaucoup la digitalisation, l'approche virtuelle dans leur présentation. Et moi, ce que je leur dis souvent, c'est être synthétique. Voilà, ne pas trop écrire sur les slides, être synthétique et se préparer, parce qu'ils vivent dans le monde de l'instantanéité. Donc, très souvent, ils pensent que voilà, en un clic, ils vont savoir et passer devant tout le monde en étant spontané. C'est important de se préparer et c'est important d'être authentique. Après, il y a l'organisation de comment est-ce qu'on fait dans l'entreprise. Normalement, l'entreprise, on ne doit pas avoir peur de parler à son chef, parce qu'on doit lui parler souvent. Donc, si tous les 15 jours, on fait un échange avec son chef et qu'on est dans un management collaboratif, en fait, en théorie, ça évite les crispations. Si on a des meetings où tout le monde s'exprime, on apprend ça. Moi, j'ai encore une stagiaire qui est arrivée la semaine dernière. On a fait un All-Hands, là, les meetings où tout le monde s'exprime. Et la stagiaire a parlé. Donc tout le monde parle. Alors la première fois, c'est un peu compliqué, on n'a rien à dire. Mais au fur et à mesure, ça devient naturel, fluide. Et en fait, c'est vraiment comment on s'organise. Et ça aide en fait à fluidifier la parole. Après, des petits cours de théâtre, c'est bien. Moi, j'avais dit ça à ma fille. Elle m'avait dit, elle faisait du design. Je lui avais dit, non, tu prends pas un workshop de design, tu prends le cours de théâtre. Mais ça l'a beaucoup aidé. Non, très, très intéressant ce que vous venez de dire, Stéphane. Sofiane. Une question justement d'Astrid qui nous dit: je suis chef d'entreprise, je dois bientôt déménager dans un espace plus petit avec le même nombre de collaborateurs qui alternent entre présence au bureau en flex office et télétravail. Quelle solution s'offre à moi pour anticiper et organiser la présence de mes salariés? Stéphane. C'est sûr que quand on imagine une équipe de 100 personnes et qu'on se dit il y a 60 places, ça peut être un peu compliqué. Oui, en fait, c'est souvent le cas maintenant. On voit les entreprises, elles déménagent, elles font un campus où elles vont regrouper différentes entités. Et puis on le disait, c'est suite au Covid, en fait, où finalement on repense les aménagements, comment est-ce qu'on est organisé. Et il y a un gros stress en fait des collaborateurs parce que souvent les bureaux sont plus petits. On a pris moins de place parce qu'on essaye aussi 1 mètre carré, c'est entre 150 et 800 euros, voire plus à l'année à Paris. Donc ça coûte beaucoup d'argent. On essaie de réduire, de faire en sorte que les gens travaillent ensemble. Alors il faut s'organiser justement. Il faut mettre en place des applications pour gérer de la réservation, pour gérer les espaces collaboratifs. Il faut réussir en fait à faire en sorte de garantir un bon accès au travail. C'est qu'on ne perde pas de temps finalement pour aller se stationner, se garer, parce que des fois on y va en voiture, des fois on y va avec les transports, des fois on y va à vélo. Et si en fait on met en place tout un tas de solutions en fait qui aident à organiser la vie du collaborateur, finalement en fait on enlève ce stress. Et après il faut évidemment commencer à vivre sur le site, mettre en place des équipes de Ce qui prend un peu de temps d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que ça prend un peu de temps de se, ça prend du changement. De se faire. Le changement, c'est toujours très long en fait à mettre en place et ça se vit au quotidien. Il faut toujours le faire vivre et après, il y a plein de méthodes en fait pour réussir à faire en sorte que les déménagements comme ça, l'entreprise se passe bien. Réagissez à nos sujets du jour sur notre adresse. Avec vous, retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux. Sofiane. Une réaction sur LinkedIn à propos de la génération Z. Ce recruteur nous dit: ils me demandent tous de la flexibilité dans le cadre de leur mission, sinon ils ne restent pas. Je rencontre beaucoup de snipers qui passent de poste en poste pour les salaires et les conditions. Ils ont un idéal qui n'existe pas. Élodie. C'est vrai ça, cet idéal qui n'existe pas, ce but à atteindre d'avoir tout, le salaire, les conditions de travail, un peu de télétravail, des tâches passionnantes et qui font sens, et on ne peut pas avoir tout ça tout le temps. Je retrouve souvent ça. Il y a beaucoup de managers qui me disent c'est compliqué de répondre à toutes leurs attentes et leurs aspirations. Et en fait, ces jeunes, il est vrai qu'ils vivent dans le monde de l'instantanéité, de l'immédiateté. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sans cesse avec leur téléphone portable. Et donc, quand ils ont envie, ou beaucoup, en tout cas, ils sont dans l'ère de la digitalisation et il y a un rapport au temps qui est complètement différent. Et donc, quand ils veulent quelque chose, c'est vrai que voilà, ils le réclament tout de suite. Alors avant, on était sur un rapport au temps qui était linéaire. Aujourd'hui, on est sur un rapport au temps qui est beaucoup plus circulaire. Oui. Donc, cette
distance et cette prise de temps où parfois les managers disent voilà, on a besoin du temps de la réflexion, même pour répondre à un mail, et voilà, on a besoin de temps pour répondre, c'est compliqué pour eux. Donc c'est important de rester toujours dans du dialogue, dans de la communication. On parlait tout à l'heure, pareil, de feedback, dans le négatif comme dans le positif, prendre le temps d'expliquer. Et il y a un autre rapport au travail, un autre rapport aussi au manager. Le manager doit aussi beaucoup plus être aujourd'hui à l'écoute et faire preuve de soft skills, c'est-à-dire voilà, d'empathie, d'écoute active. J'allais dire, il y a une vraie conséquence sur l'autorité, la verticalité de l'entreprise qu'elle avait jusqu'à maintenant. Là, si on n'a pas ce qu'on veut, on part tous les ans et demi ou tous les 2 ans, l'autorité elle disparaît. Le manager ou la direction n'a plus tellement de poids sur ces salariés-là. En fait, on est sur un autre rapport, pareil, à l'autorité. Avant, on était sur une autorité de fait, on parlait de chef, voilà, de DRH, de chef, de directeur. Aujourd'hui, on est sur une autorité qui est beaucoup plus relationnelle. Ils attendent d'un manager qui soit près d'eux, à l'écoute, qui fasse preuve de feedback. Si on attend 1 année pour faire ce fameux entretien d'évaluation avec la nouvelle génération, ça suffit plus. On risque même des fois de les avoir déjà perdus. Oui. Donc il y a vraiment une autre approche au manager, au management, avec cette jeunesse. Ouais, c'est super important en fait. On dit, Stéphane. si je peux juste préciser, on dit souvent en fait qu'on rejoint une entreprise et on quitte un manager en fait. Et en fait, c'est hyper important que le manager il accompagne ses salariés, ses collaborateurs dans leurs attentes, dans leur formation et leur expliquer ce qui n'est pas possible aussi. Donc il faut avoir un discours de vérité. Et ça, c'est important. Sinon, en fait, on se retrouve effectivement, encore une fois, avec des gens qui partent. Il va falloir que les managers se forment. Et ça, c'est un vrai problème. Dans les années qui viennent, les entreprises n'ont pas tellement l'air d'avoir mis en application ce besoin-là. Sofiane. L'actu du jour, elle va vous intéresser. Désormais, les espaces de travail passionnent. C'est le président de Steelcase, une entreprise américaine de conception de ces futurs espaces, qui le dit. Le siège européen se situe à Munich. Après le Covid, l'entreprise s'est séparée d'un des 3 bâtiments du campus. Pas question de revenir sur cette décision, parce que 1/3 des effectifs sera issu de la génération Z l'année prochaine. Le patron témoigne: quand je suis arrivé ici en 2012, le bureau n'avait pas la place qu'il occupe dans la société aujourd'hui. C'était un coût, une contrainte. Quand je me rendais à un cocktail, personne ne me parlait. Désormais, les espaces de travail passionnent. Ils sont devenus un levier de performance. Vous le constatez aussi, ce changement de paradigme autour des espaces de travail ? Clairement, en fait, aujourd'hui, on n'a plus peur, en fait, quand on design, quand on dimensionne finalement un bâtiment, à prendre des taux de mutualisation en dessous de 0,7. Avant, on était à 0,8, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas virtuellement son bureau sur place. Maintenant, on peut descendre. Il y a des entreprises qui vont jusqu'à 0,5. Donc, c'est vraiment, ça peut être assez stressant, encore une fois, si on n'est pas bien organisé pour faire ça, parce qu'on ne peut pas faire venir tout le monde en même temps. Et ça, c'est important de le comprendre. Et par contre, effectivement, c'est l'entreprise, quand elle déménage, typiquement ce cas-là, elle va prendre ça en compte parce que on sait bien qu'il y a du télétravail, il y a du déplacement, il y a des congés. Et en fait, ça ne sert à rien de se dire que tout le monde sera au même moment, au même endroit. L'idéal serait que cet argent soit réinvesti dans l'humain. Ça, on verra dans les années qui viennent. Sofiane. Il explique aussi, ce chef, qu'ils ont installé partout des tableaux blancs, des post-it. Il s'installe un peu partout à l'instar de ses collaborateurs. Mon bureau, c'est mon sac à dos. Je ne possède rien ici. J'ai trouvé ça amusant et en même temps, je me suis dit, en termes de confidentialité, notamment de ce qui peut se passer dans des réunions auxquelles il participe, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il y a des règles comme ça de confidentialité qui font qu'on ne peut pas être en flex office, où tout est ouvert ? En général, ce que font les entreprises, c'est qu'elles mettent en place une charte informatique, nouvelle technologie, qui va venir poser les règles. Est-ce qu'on a le droit d'emporter des documents de l'entreprise dans une clé USB chez soi ? Est-ce qu'on a le droit d'envoyer des emails sur sa boîte de messagerie personnelle ? Donc tout ça figure dans la charte informatique et c'est vrai qu'il faut que les salariés soient prudents. Parce que le jour où l'entreprise veut aller chercher des fautes pour se débarrasser d'un salarié, souvent elle va regarder effectivement dans cette charte informatique et dans sa boîte de messagerie pour voir s'il a pu commettre des infractions à cette charte. Cela dit, il faut quand même rappeler que le salarié a un droit fondamental, c'est de prendre copie, notamment copie électronique de tout document de travail pour pouvoir préparer sa défense en cas de différend à venir avec l'entreprise. Sofiane. Gardez la parole s'il vous plaît, maître, pour répondre à JB qui nous dit: je suis cadre dans une société américaine, je vais négocier une rupture conventionnelle, que vont devenir mes actions gratuites ? Alors effectivement, souvent les cadres supérieurs, cadres dirigeants dans les grandes sociétés multinationales, notamment américaines, ont des actions gratuites. Alors ça peut être des LTI, ça peut être des RSU.
Et la question qui se pose, c'est que vont devenir ces actions non encore acquises, ces actions à vester, comme on dit, dans les années à venir, qui souvent ont une valeur importante, parfois 100, 200 000 euros. Qu'est-ce qu'elles vont devenir en cas de négociation de départ ? Eh bien, c'est une question importante, parce que souvent, l'entreprise prévoit ce qu'on appelle une clause de bad leaver. C'est-à-dire que si vous partez licencié, ou même dans le cadre d'une rupture conventionnelle, dans le cadre d'un accord amiable, vous perdez le bénéfice de ces actions. Donc, souvent, c'est le problème, c'est un angle mort de la négociation de départ, et il faut vraiment en discuter et que ça figure dans les clauses de la rupture conventionnelle. Alors, il y a deux manières de traiter ça. Soit on dit, je ne vais pas partir tout de suite, on signe un accord amiable, mais je pars dans 6 mois, dans 1 an, pour qu'entre-temps, je puisse vester, acquérir ces actions. Soit la deuxième possibilité, c'est de dire, j'ai 200 000 euros d'actions à vester, dans le cadre de mon départ, en plus des indemnités, vous allez me verser par exemple 100 000 euros en cash au titre de ces actions. Ça fait partie de la négociation. Oui. D'accord. Sofiane. 12h45, c'est l'heure de notre question JO. C'est parti. Avec vous, la question JO. Oui, on essaye d'y voir un peu plus clair, d'insuffler un peu d'optimisme dans cette période, notamment sur l'organisation de votre vie en entreprise pendant les compétitions. Sofiane. Et la première bonne nouvelle, c'est les primes supplémentaires pour les fonctionnaires qui sont officialisés. Un relèvement temporaire de ces primes, qui sont d'habitude plafonnées, a été acté hier par décret. Près de 100 000 agents publics seraient concernés et sont mobilisés. Ça va de 500 € pour l'accroissement temporaire de l'activité à 1 500 pour une mobilisation jugée élevée et une limitation des jours de congé. Exception pour les forces de l'ordre qui sont en Ile-de-France pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Ils toucheront, eux, 1 900 €. Ça, c'est donc statué, c'est fait. Voilà pour la bonne nouvelle du jour. Une question qui vous concerne, Élodie, puisque c'est à la lisière de la génération Z et des JO. Comment mon entreprise peut-elle inciter les plus jeunes à faire du sport ? C'est une vraie question, ça. Aujourd'hui, c'est clair que ces jeunes ont besoin et ont envie de faire attention à leur santé mentale, morale, physique. Ouais. On a quand même 1 jeune sur 2 qui, depuis la crise de la Covid, a commencé à pratiquer la méditation pleine conscience. Donc ce souhait justement de se ressourcer, de prendre soin d'eux. Et la semaine dernière, j'étais justement invitée pour être conférencière pour tous les clubs fitness. Et la question c'était comment devenir un bon club fitness pour attirer cette nouvelle génération et les remettre au goût du sport. Et on voit aujourd'hui que les jeunes ne suivent plus le club, ils suivent des athlètes. Donc voilà, il faut sortir son influenceur sur TikTok. Exactement, sortir l'influenceur qui soit inspirant, qui aille sur la diversité, sur l'inclusion. Et ça leur donne aussi envie justement d'aller essayer ce sport. Aujourd'hui, les jeunes sont aussi heureux d'aller dans des salles de fitness. Pourquoi ? Parce que c'est comme des social clubs, c'est-à-dire c'est un lieu de socialisation au sein duquel on va rencontrer aussi des amis. Donc pour eux, l'occasion de faire du sport, c'est aussi faire de nouvelles rencontres et rencontrer de nouveaux amis. Donc il y a cette envie de se mettre au sport, mais on n'est pas comme avant. Le sport pour eux, c'est pas de la compétition, on est vraiment sur un sport plaisir. Intéressant. On me dit dans l'oreillette que j'ai pas forcément rencontré beaucoup d'amis ces derniers temps. C'est pas faux, je devrais davantage les fréquenter. Une réaction de Radouane qui nous dit les rapports se sont inversés, les managers ont peur de voir partir leur talent. C'est ça qui s'est passé sur le marché de l'emploi. Très souvent on dit mais qui est le centre d'emploi ? Est-ce que c'est l'entreprise ou c'est le jeune ? Avant, c'était on était dans une entreprise et il y avait un devoir de loyauté qui était très fort envers l'entreprise. On était engagé, on y restait. Et aujourd'hui, le jeune se dit, c'est plus l'entreprise qui fait l'honneur de proposer un job, c'est moi qui fais l'honneur à l'entreprise de proposer mes talents et mes compétences. Oui. Donc on voit qu'il y a un renversement au niveau du paradigme et on voit aujourd'hui que les entreprises, qu'est-ce qu'elles cherchent ? Elles cherchent à faire de l'inbound recruiting, c'est-à-dire de la RH et du marketing pour séduire, recruter, convertir, fidéliser cette nouvelle génération. Elles aussi vont devoir se mettre sur TikTok. Allez, tout le monde sur TikTok pour séduire cette génération de jeunes et leur nouvelle manière de vivre. Sofiane. Une question qui m'a beaucoup étonné, elle est pour vous Stéphane. Comment convertir le parking en un élément de qualité de vie au travail et de RSE de son entreprise ? Le parking ? Ouais. Je ne sais pas si vous avez déjà perdu du temps pour aller au travail le matin, si vous avez eu un souci peut-être pour vous garer ou quoi. Au parking à vélo, oui, ça arrive. Ouais, mais c'est vrai que ça arrive. Nous on sait gérer ça, des parkings à vélo, full vélo. En fait, les collaborateurs, et encore c'est une histoire de génération, ils n'ont pas envie d'attendre 15 ans pour avoir statutairement
fait le droit d'avoir une place de parking dans leur entreprise. Et en fait, si vous faites en sorte que finalement les places ça soit partagées entre des collaborateurs, donc on est dans le collaboratif, et puis on est aussi avec des collaborateurs qui sont pas bêtes. On leur dit non, désolé, le parking est complet, vous pouvez pas y aller. Puis quand on passe, en fait, on voit qu'il reste plein de places. Il y a un tiers de place de libre. Flex parking. Faire du flex C'est ça? Exactement. Oui. C'est ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on réserve sur une application chaque jour une petite place avant d'arriver? Plage horaire. C'est l'enfer. Non, c'est pas l'enfer. En fait, on le réserve à l'avance, évidemment, mais par contre, on peut mettre en place des algorithmes. Même nous, on va jusqu'à mettre de l'équité en fait dans les réservations, faire en sorte que ce soit pas tout le temps les mêmes qui obtiennent finalement la place de parking. Et puis, vous avez tout ce qui est mobilité électrique qui se développe. Ouais. Et puis, évidemment, les places pour scooters électriques, puis les places pour vélo, pour trottinettes et autres. Donc, il y a une multiplicité des moyens de transport aujourd'hui qui est incroyable. Et si vous faites en sorte que là, tous ces moyens soient ouverts et accessibles à tous, ça peut devenir un élément, alors ça fait pas tout, mais c'est un élément d'attractivité et de marque employeur. J'imagine quand même que ça demande beaucoup d'organisation. Si je me suis garé sur la plage G6 alors que j'avais mis G7 sur l'application, qu'en fait j'ai dû partir en laissant ma voiture et que j'ai oublié de réserver pour le lendemain, ça peut compliquer un peu les choses, non? Mais après, c'est à l'ancienne, je dirais. Quand on a des places numérotées, effectivement, ça peut créer ce genre de problème. On s'est trompé, puis il y a un effet domino. Le mieux, c'est de dire, voilà, vous vous garez sur les places qui sont logotisées BFM Business, ouais. Et puis, voilà, il y a une mutualisation, un foisonnement, finalement. Et ça, c'est ça qui marche aujourd'hui. Ouais. Parce que sinon, en fait, ça crée effectivement un peu de complexité. Ce qui serait vraiment possible sur une entreprise comme la nôtre qui travaille 24 heures sur 24. On peut être plusieurs sur une même place de parking. Shift, ouais. Sofiane. Une question pour Benjamin. Véronique nous dit: je suis directrice de site et je rencontre des problèmes d'organisation entre ma vie pro et ma vie privée, avec une charge supplémentaire depuis que j'héberge ma mère qui a fait un AVC. Les aidants, Benjamin. Alors, bon, c'est important d'abord, c'est Véronique. Oui. C'est important voilà, que Véronique puisse rapidement trouver de la ressource. On a souvent ce type de profil, très occupé par sa fonction, peut-être par sa vie de famille, qui plus est avec donc, une maman là, qui vient d'avoir un AVC. Donc, première étape, il faut absolument, et de manière urgente, voilà, qu'elle puisse trouver de la ressource. Évidemment, la ressource, elle peut la trouver, encore une fois, en interne. Et quand je dis ressource, c'est une écoute, ça peut être des conseils, ça peut être une orientation, du soutien psychologique par téléphone, en cabinet. Et typiquement, pour ce type de profil, on organisera un échange avec nos assistants sociaux ou nos assistantes sociales, oui, pour voir, sous couvert de son statut d'aidant familial, de quelles aides Véronique peut bénéficier. Donc financière, humaine. Sofiane. Une question pour notre expert en droit social. Nisrine nous dit, dans un départ négocié, est-ce que je peux demander à l'employeur le remboursement de mes frais d'avocat? C'est une très bonne question, ça, parce qu'on a une incertitude sur ce que, quand on va chercher de l'aide, cela va engager comme frais. C'est important d'en parler à Vibiton. Ça se pratique de plus en plus. Alors, il n'y a pas de statistiques officielles, puisque par définition, les départs négociés sont confidentiels. Ce que je connais, c'est mes statistiques. Dans mon cabinet, je dirais que dans à peu près 80% des ruptures conventionnelles, départs négociés, on arrive à obtenir que l'employeur rembourse des frais d'avocat au cadre que nous conseillons. Alors, c'est très variable, c'est difficile de donner des fourchettes, mais oui, en général, si vous voulez, ce qui est remboursé, c'est les honoraires de départ, c'est-à-dire ça peut varier entre 3 et 6 000 euros. Mais dans certains cas, notre cabinet a réussi à obtenir des remboursements, également des honoraires de résultat, et là, c'est des montants qui pouvaient atteindre 48 000 euros. Récemment, j'ai eu 78 000 euros de remboursement de frais d'avocat. Oui. Évidemment, c'est sur des négociations de plusieurs centaines de milliers d'euros pour des cadres supérieurs, etc. Mais je dirais que même voilà, le salarié qui négocie sa rupture conventionnelle avec l'aide d'un avocat, ça se fait. C'est rentré, si vous voulez, dans les pratiques. Dans la négociation aussi. Sofiane. On a une question de Nicolas par mail avec vous à bfmbusiness.fr qui nous dit: on soulève souvent les attentes élevées de la génération Z face aux conditions de travail, mais on oublie d'autant les quadragénaires qui continuent à afficher leurs valeurs de leur génération, l'envie de stabilité, sens des responsabilités et expérience, mais qui ne sont pas retenus sur la plupart des postes par des recruteurs de la génération Z. Est-ce qu'il y a un conflit, y compris dans le recrutement, entre cette génération Z et les quadras?
Alors, sincèrement, je pourrais répondre en 2 temps. La première réponse, c'est j'ai jamais rencontré de conflit générationnel. D'accord ? C'est plutôt des incompréhensions, mais pas jusqu'à des conflits. Très souvent, on est plutôt face à des problèmes liés à des comportements, des personnalités un peu fortes ou des problèmes liés au management de l'entreprise. Voilà. L'autre question par rapport à la génération Z, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la nouvelle génération et parfois, on tend à oublier peut-être les autres générations. Oui. Ça, c'est l'objectif de mon prochain bouquin, d'ailleurs, qui va sortir en octobre. Vous avez Je ne vais pas faire que de la pub, mais sur l'intergénérationnel. Et là, j'ai pu échanger avec des entreprises passionnantes qui lancent des programmes intergénérationnels, qui font du mécénat de compétences également, voilà, pour préparer le départ aussi de certaines personnes qui ont envie de partir de l'entreprise tout en travaillant pour des associations, se sentir utile. Donc, on fait aussi beaucoup de choses pour ces autres générations et c'est vrai qu'il ne faut pas les oublier. Non, notamment parce que les managers dont on parle, ce sont les quarantenaires, cinquantenaires. Exactement. Qui sont au milieu entre les seniors et ces générations. Et le mieux, c'est de jeunes. travailler ensemble. On sait que 91% des entreprises qui sont les plus innovantes, ce sont celles qui sont sur l'intergénérationnel. Donc comment justement mutualiser les compétences ? Et les jeunes le réclament. Ils ont envie, quand ils arrivent en entreprise, d'avoir un process de onboarding avec des tuteurs, avec des anciens. Moi, je vois mes étudiants en école de commerce, ils nous réclament plus d'apprentissage pour travailler en entreprise avec des tuteurs. Donc, ils ont soif d'apprendre avec d'autres générations. Donc aujourd'hui, on est sur une socialisation dans les 2 sens. C'est une vraie demande, effectivement. On va répondre à la question du jour. Sofiane. Et oui, nous aussi, on prépare notre départ, mais uniquement de l'émission du jour. Je vous rassure, on répond à cette question. Ne voit-on les DRH que pour des mauvaises nouvelles ou pour être sanctionnés ? Vous avez répondu oui à 58% sur LinkedIn, 75% de oui sur Instagram et un peu d'optimisme. Le non l'emporte sur Instagram, 57% de non. Ce qui est bien, c'est que demain, la question sera moins polémique, Sofiane. Oui, non, mais jamais, c'est pas notre genre, vous le savez bien. La révolution du management passera-t-elle par les algorithmes ? Les nouvelles technologies prennent de plus en plus de place dans le quotidien des managers. Des tâches complexes sont confiées à l'intelligence artificielle. On vous demande donc si l'IA et les robots peuvent remplacer les managers. Vous répondez sur nos réseaux sociaux et à l'adresse avec vous @bfmbusiness.fr et on en parlera demain avec des managers. Ça risque de faire débat. Merci beaucoup Sofiane. On remercie nos experts, Benjamin Savière, directeur d'ICAS France, Stéphane Seignerin, fondateur de Charville, j'ai bien prononcé cette fois, Élodie Gentina, professeure à l'IESEG et notre juriste du jour, Maître Avi Béton, avocat membre du barreau de Paris. Merci à tous les 4 d'être venus, de nous avoir donné tous vos conseils. On a une question qui est tombée très tard, on y répondra bientôt, Sofiane. Oui, Mehdi vient de nous écrire pourquoi les entreprises refusent de faire évoluer leurs collaborateurs. Je ne parle pas de salaire, mais d'une évolution professionnelle. Question très intéressante qui mérite un développement fou avec des experts et une émission complète. On y reviendra donc bientôt. Mehdi, on vous répondra, c'est promis. Merci à tous de nous avoir suivis. Émission à retrouver en podcast et en replay sur notre appli et notre site. Et passez une très bonne journée sur BFM Business. Avec vous sur BFM Business.